Nouvelle-Calédonie, le problème se complique pour Edgar Pisani au lendemain de la grande manifestation de Nouméa. Après la catastrophe du puits Simon à Forbach, 2 enquêtes officielles sont ouvertes pour déterminer les circonstances du drame. Le gouvernement adopte un ton nouveau pour parler de la croissance devant une assemblée d'industriels réunie aujourd'hui à Paris. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les basketteurs de Valenciennes en ont gros sur le cœur ce soir. Il s'en est fallu de 2 tout petits points pour qu'ils accèdent à la finale de la Coupe des Coupes. Tout à l'heure, en demi-finale, ils affrontaient les soviétiques de Kaunas. Ils les ont battus, 93 à 88. Hélas, l'écart n'était pas suffisant. Grande déception donc pour les 10 000 spectateurs qui étaient venus les soutenir au Palais des Sports de Lyon. Daniel Leclerc. Match à sensation entre Villeurbanne, le club le plus glorieux du basket national avec 15 titres de champion de France, et Kaunas, maillot vert, l'un des grands du basket soviétique. Pour les hommes d'Alain Gilles, le calcul est simple, vaincre de 7 points pour aller en finale, mais ce sont les soviétiques les plus adroits en début de partie. Un écart de 7 points en leur faveur, grâce surtout à Sabonis, 20 ans, un géant de 2,15 m pour 130 kg, une véritable tour de contrôle. Les Français, encouragés par un public tout à leur cause, vont revenir au score et à la mi-temps, Kaunas n'a plus qu'un point d'avance. Dès la reprise, Villeurbanne sans complexe retrouve ses marques et son adresse. Pour compter un avantage de 13 points, les Français rêvent déjà de finale. Mais en fin de partie, la maturité des Soviétiques va prévaloir. Villeurbanne remporte une victoire pour l'honneur. En Nouvelle-Calédonie, la situation se complique pour Edgar Pisani au lendemain de la manifestation organisée à Nouméa par le RPCR, une manifestation qui a remporté un grand succès. Le RPCR parle maintenant d'organiser un référendum sur les bases du plan de Guy Kukewe, le président du gouvernement territorial. Fernand Tavares. La dernière manifestation de cette envergure des anti-indépendantistes s'est déroulée, on s'en souvient, le jour de la visite du président de la République. Le RPCR était à l'origine de cette initiative, somme toute légale, puisque non interdite à l'époque. Mais aujourd'hui, et pour la seconde fois, en toute connaissance de cause, le parti majoritaire, en dépit des règles imposées par l'état d'urgence, a lancé un nouveau défi à Edgar Pisani. Les élus ont expliqué que le but de ce mouvement de masse était la condamnation de 2 injustices, la sanction contre un capitaine de gendarmerie et l'éloignement de 5 militants du Front calédonien. En réalité, ce sont de nouveaux arguments pour tenter de discréditer une nouvelle fois le délégué du gouvernement qui n'entend pas se laisser intimider. Il est mensonger de dire que je cherche l'affrontement. Si je l'avais cherché, je l'aurais eu depuis longtemps. Ma politique, à l'inverse, depuis l'origine, est de refuser l'affrontement et parfois en rongeant mon frein. Edgar Pisani accumule les malchances. Son système de concertation avait en effet quelques possibilités de porter ses fruits, jusqu'au jour où un jeune Européen de 17 ans a été abattu de sang-froid. Émeute à droite le lendemain, et 24 heures après, scandale à gauche, avec l'exécution entre guillemets du leader FLNKS Éloi Mochereau par le GIGN. Depuis, le haut-commissaire, ballotté entre les mouvements des uns et des autres, s'efforce d'apparaître comme un homme avant tout soucieux de faire respecter l'autorité de l'État. Du coup, la grogne est générale, mais s'exprime plus fortement du côté de l'opposition qui fait monter les enchères. 1. Elle demande le départ d'Edgar Pisani. 2. L'organisation d'un référendum d'urgence. Sinon, c'est elle qui en prendra l'initiative le 15 avril. Il faudrait que d'ici 1 mois ou 1 mois et demi, nous prenions l'initiative, nous-mêmes en Nouvelle-Calédonie, de nous prononcer. Un élément de réponse vient d'être donné ce soir par le secrétaire d'État au Dom-Tom. Monsieur Georges Lemoine a déclaré en effet que ce référendum ne pourrait être organisé à son avis avant la fin du mois de septembre prochain, en raison, a-t-il dit, d'obstacles juridiques. Au lendemain de la catastrophe du puits Simon à Forbach en Moselle, on a appris que 2 enquêtes officielles venaient d'être ouvertes pour déterminer l'origine précise de l'accident et pour faire la lumière sur les conditions de sécurité dans ce puits. L'une de ces enquêtes sera conduite par le service des mines et l'autre par le parquet de Sarreguemines, par la justice donc. Les corps de la plupart des 22 victimes ont maintenant été remontés à la surface. Les obsèques auront lieu vendredi. Et ce matin, le Premier ministre Laurent Fabius s'est rendu sur place à la première heure pour manifester sa sympathie aux familles des victimes. Dans la salle des mines, Laurent Fabius est interpellé par un représentant syndical qui demande que des règles d'hygiène et de sécurité soient appliquées dans la mine. Quelques mots pour les sauveteurs et c'est le départ bousculé vers l'hôpital Sainte-Barbe où ont été admis une 50aine de mineurs intoxiqués à l'oxyde de carbone.
C'est un drame terrible qui touche tous les Français et c'est tout à fait normal que le Premier ministre vienne le plus vite possible sur place. Alors je me suis fait expliquer, pour autant qu'on puisse déjà le savoir, comment tout cela s'est passé. Il y a 2 enquêtes qui sont en cours, qui j'espère permettront de faire la clarté totale. Mais ça montre que la mine continue à tuer. Toute la Lorraine a perdu des enfants ou des pères de famille qui reposent dans la chapelle ardente de l'hôpital Sainte-Barbe à Forbach. Depuis hier 12h30, moment où a été remonté le premier corps, les ambulances se succèdent à un rythme lent, emportant vers la morgue des cadavres difficiles, voire impossibles à identifier. L'électricien, j'ai connu, il était avec moi en classe. C'était un très bon copain, il s'appelait Mike. C'était un bon copain. C'était le premier qu'on a trouvé. En attendant demain la déclaration de l'intersyndicale, 5 corps de mineurs dorment toujours au fond du puits. Le climat ne s'arrange pas au CHU de Poitiers, où une malade, vous vous en souvenez sans doute, était morte en novembre dernier à la suite du sabotage d'un appareil d'anesthésie. 2 nouveaux incidents viennent de se produire en quelques jours dans une salle d'opération du service ORL. Un appareil semble avoir subi de nouveaux dégâts, sans que l'on puisse dire à coup sûr qu'il s'agit d'un sabotage. En tout cas, la justice, qui instruit toujours la première affaire, a été avisée de ces nouveaux incidents. Klaus Barbie, victime d'une erreur de médicament dans sa prison de Lyon. Les médecins de la prison Saint-Joseph attestent toutefois que cette erreur n'aura pas de conséquences sur sa santé, mais une enquête tout de même a été ouverte. Politique. La campagne pour les élections cantonales est maintenant bien lancée et elle fait déjà largement figure de pré-campagne pour les législatives de l'an prochain. Et le phénomène Le Pen est plus que jamais au centre des débats. Il alimente même des réactions contradictoires au sein de l'opposition. Le quotidien de Paris publiait aujourd'hui un sondage sur l'effet Le Pen et l'un des enseignements qu'on en retire, c'est que l'attitude de l'électorat UDF et de celui du RPR diffèrent sensiblement à l'égard de l'extrême droite. Alors essayons de voir plus clair, Michel Naudy, dans cette polémique autour du Front National. Et d'abord, pourquoi toute cette agitation ? Mais vous savez, le problème pour l'opposition, parce que le problème est essentiellement posé à l'opposition, est beaucoup plus simple qu'on ne le dit parfois. Autrefois, l'opposition avait 3 responsables, ce qui était 2 de trop. Aujourd'hui, elle en a 4, et bien c'est tout simple, elle en a 3 de trop. Et ce 4e-là perturbe profondément le jeu politique. Premièrement, M. Le Pen, et on l'oublie trop souvent, prend des voix à la droite en général, et au RPR en particulier. Deuxièmement, il divise l'électorat de l'opposition, on vient de le voir, sur la question essentielle des alliances. Troisièmement, il oppose les principaux responsables de cette opposition, tant sur le problème du désistement que sur les contours d'une future majorité à venir. Quatrièmement, il permet de déplacer le centre du débat politique et de mettre la majorité actuelle en position d'accusatrice alors qu'elle faisait plutôt figure d'accusée naguère. Cinquièmement et enfin, il peut provoquer à gauche un réflexe de vote utile en faveur du Parti socialiste. Tout cela fait beaucoup, on en conviendra. Trop, pensent certains, en soulignant que l'instauration d'une bonne dose de proportionnel incrustera véritablement cette nouvelle donnée politique au cœur même des institutions. Toujours est-il que la droite se trouve désormais dans un très mauvais pas. En effet, s'allier avec Le Pen, c'est hypothéquer ses chances pour les présidentielles. Mais repousser cette alliance, c'est compromettre là les élections législatives. Entre la peste et le choléra, il n'est pas facile de choisir, et c'est bien là tout le problème. La France peut se permettre une croissance plus forte sans mettre en péril son commerce extérieur. C'est l'avis qu'a exprimé aujourd'hui Pierre Bérégovoy, le ministre de l'économie, devant tout un parterre d'hommes d'affaires venus du monde entier à l'invitation du quotidien le International Herald Tribune. Le dernier forum du même type avait eu lieu en 82 et les participants aujourd'hui ont noté un changement de ton très net de la part du gouvernement français. Pierre Babet. La France... Pour rencontrer ces 200 hommes d'affaires, 4 ministres français n'ont ménagé ni leur temps, ni leur talent de persuasion. Dans ce genre d'enceinte, ce qui compte, c'est moins ce qu'on annonce que le ton sur lequel on s'exprime. Et aujourd'hui, en 85, on parle accueil d'investissements étrangers, reprise de la croissance, modernisation industrielle, bref, pas de changement de politique, mais de ton. Je crois que le ton a surtout changé et dans le fond, je crois que le discours est en train de changer. Je crois que c'était ça un peu le sens de la message de M. Bérégovoy, qui cherche la souplesse, l'expansion, mais un changement radical. Et je crois
Et je crois que ça explique la présence de ces gens qui sont venus pour la deuxième fois, pour entendre le discours, pour voir s'il y avait des changements, et je crois qu'il y en avait. Cela dit, les auditeurs, les gens qui viennent ici, ils payent relativement cher le droit de venir ici. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Il n'y a pas d'information particulière. Est-ce qu'ils veulent le contact direct avec les responsables de la politique française? Je crois qu'ils sont venus pour entendre à première main ce que les gens du gouvernement disent d'abord, et ensuite il y a aussi des contacts personnels qui s'établissent. Mais ils sont là pour apprendre, pour voir, pour écouter et pour sentir un peu comment le gouvernement français voit et explique des choses. Ce qui change aussi, c'est la façon dont la France est perçue à l'étranger. Adieu le béret basque, bonjour la technique. Edith Cresson en a fait une démonstration imagée. C'est la publicité pour une banque aux États-Unis, à travers le TGV, qui n'est pas mentionné naturellement, mais qui est reproduit en photographie. Démonstration aussi par l'image d'une France qui bouge et dont l'équipe gouvernementale est perçue différemment par les investisseurs étrangers. Je trouve qu'il y en est devant un groupe de professionnels peut-être plus réalistes. Ils essaient encore de séduire leur public et je crois qu'ils y arrivent mieux qu'ils faisaient dans le temps. Vous voulez dire qu'ils ont un discours un peu moins militant et un peu plus technicien? Oui, exactement. Je crois qu'ils reconnaissent, sans le dire bien sûr, les erreurs qui ont été faites, mais les discours sont assez réalistes, comme j'ai dit, et convaincantes même. Il y a un certain sacrifice à faire. Et que cela dit, il reste beaucoup à faire aux yeux des managers. Ils l'ont dit aux différents ministres sous forme de prière. S'il vous plaît, délivrez-nous de la bureaucratie et nous serons heureux comme Dieu en France. Et de la vente, parce que quand on est au stade de la production et de la vente, on se trouve en concurrence directe avec les producteurs américains et les producteurs japonais. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Bernard Pateau, condamné à 10 000 francs d'amende pour propagation de fausses nouvelles. Entre les deux tours des élections municipales de 83, après l'explosion d'une bombe devant la synagogue de Marseille, il avait mis en cause les politiciens de droite. Et Jean-Claude Gaudin, le député UDF des Bouches-du-Rhône, a reçu aujourd'hui un franc symbolique de dommages et intérêts. Avec cette condamnation, dit-il, c'est M. Defer qui est désavoué. C'est ce que dit M. Gaudin. Bonne nouvelle, vous pourrez travailler tout ce week-end sur votre déclaration d'impôt. Le ministère du Budget a reporté à lundi prochain minuit la date limite pour le dépôt de ces déclarations. En Pologne, Lech Walesa vient d'annuler le mot d'ordre de grève qu'il avait lancé pour après-demain. Cette décision a répondu à un recul du gouvernement polonais qui aujourd'hui a accepté d'étaler dans le temps la série des hausses de prix prévues pour les jours prochains. L'annonce de ces hausses avait soulevé une vague de mécontentement quasiment unanime dans le pays. De Varsovie, la correspondance de l'agence France-Presse. La nouvelle valse des étiquettes avait engendré un profond mécontentement dans de très larges couches de la population. Dans les usines, nombreux étaient ceux, y compris les adhérents des syndicats officiels, qui étaient prêts à suivre les consignes de solidarité. Devant une telle résistance, le gouvernement a reculé. Les menaces de poursuites judiciaires et disciplinaires qu'il a proférées contre les grévistes potentiels ne lui ont servi qu'à sauver partiellement la face. Il a agité le bâton, mais après avoir fait des concessions. Solidarité a donc marqué un point. Il lui sera précieux pour continuer son combat pour le pluralisme syndical. La négociation engagée par l'Europe sur le vin vient d'aboutir à Bruxelles. Je viens de l'apprendre. Les 10 discutaient depuis hier sur ce problème épineux. Ils viennent donc de conclure un accord. C'est d'autant plus important que l'Espagne ainsi que le Portugal, va bientôt entrer dans le marché commun et que l'Espagne est un très gros producteur de vin. Il était donc important que cette question soit résolue avant. L'énergie solaire, le grand espoir des années 70, serait-elle condamnée aujourd'hui? On peut se le demander à propos des menaces qui planent sur la centrale solaire de Thémis, construite dans les Pyrénées-Orientales et inaugurée il y a 2 ans seulement. EDF envisage en effet d'arrêter l'exploitation de cette centrale qu'elle estime trop coûteuse. Qu'adviendrait-il alors des installations? Le problème est délicat car d'autres partenaires avaient participé au financement de cette construction dont l'État avait décidé le principe en 1979. Henri Fabre.
C'est peut-être le Concorde du solaire. À peine achevé, ce temple du soleil menace en effet de tomber en ruine dans son écrin de montagne à 1700 mètres d'altitude, tout près de Font-Romeu et de son village olympique, autre lieu sacré. Le responsable, EDF, qui, sa bonne action solaire faite, a choisi de se désengager de Thémis dès la fin de cette année. Raison invoquée, toutes les expérimentations projetées ont pu être menées à bien, et puis décidément, l'énergie solaire coûte beaucoup trop cher. Certes, mais Thémis a été conçu comme un prototype que personne jamais n'a espéré rentabiliser, en France du moins. L'objectif du projet, par contre, était d'exporter cette centrale vers les pays ensoleillés du tiers-monde. Le départ d'EDF prend de court ses partenaires, le Conseil régional du Languedoc-Roussillon, le département des Pyrénées-Orientales et même l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. Mais celle-ci propose une bien curieuse alternative à l'abandon de Thémis, sa privatisation. Déjà, plusieurs entreprises privées ont discrètement été contactées pour reprendre et réussir un projet sur lequel des entreprises publiques viennent d'avouer leur échec. Si vous préférez les week-ends aux fins de semaine, eh bien profitez-en vite car bientôt vous risquez d'être mis à l'amende. Explication, une proposition de loi déposée au Parlement par le groupe socialiste prévoit des sanctions contre ceux qui emploieront des termes de franglais. Et sont visés non seulement les journaux, mais également les industriels et les commerçants. Émilie Raffoul. Vous vous sentez comment? Speedé, cool, flippé ou punchy? En tout cas, quel que soit votre feeling ou votre look, profitez-en, ça ne va pas durer. Georges Sarr et Alain Vivien, députés, viennent de concocter un projet de loi pour interdire et sanctionner le jargon anglo-américain sournoisement infiltré dans la langue française. Et ne dites pas « je ne suis pas concerné », tout le monde est visé puisqu'il paraît que nous employons plus de 200 mots anglo-américains dans notre vocabulaire de tous les jours. Mais le problème est-il uniquement un problème de langage? Il est aussi le véhicule du comportement. Et une inquiétude pour moi, c'est qu'en adoptant des formules comme, je vais citer un cas particulier, le jogging, eh bien j'ai peur qu'on se mette à courir à l'américaine. C'est-à-dire que c'est plus grave que le mot. C'est-à-dire qu'on adopte non plus un mot, mais un comportement étranger. On ne fait plus de la course à pied, on ne fait plus de la course, on ne fait plus de la marche, on fait un truc qui réussit aux Américains. Il s'agit bien de promouvoir les langues et les cultures de nos pays d'Europe contre une tendance fâcheuse à l'homogénéisation sous la houlette américaine. Alors, encore une loi gadget? Pardon, une loi de plus? Mais à propos, quel est le mot concis et rigolo qui pourrait bien remplacer le mot gadget? Allez, un peu d'imagination, il y a du pain sur la planche. Si la langue française est menacée, paraît-il, en revanche, plus de risques pour l'un des cafés littéraires les plus célèbres de Paris. Les Deux Magots ne sera pas vendu aux Américains. L'immeuble était mis aux enchères cet après-midi. Véronique Bonnet. 15 600 000 par mètre Didier, dernier feu. À peine 10 minutes d'enchère et l'extinction rituelle des 3 bougies pour faire changer de propriétaire ce grand café littéraire du siècle. Rassurez-vous pourtant, malgré cette vente, rien ne bougera aux Deux Magots, car c'est la famille Mativa, déjà propriétaire du fonds de commerce, qui a acquis aujourd'hui les murs de ce lieu qu'elle exploite depuis plus de 50 ans. Ça fait partie du patrimoine, il me semble. J'ai un fils et une petite fille. De votre patrimoine et du patrimoine parisien et français en même temps. Oui, auvergnat, parisien, tout ce que vous voudrez, français surtout. En 1887, un magasin de soieries chinoises se transforme en café et accueillera désormais tout ce qui va compter pendant près d'un siècle dans la République des Arts et des Lettres. Verlaine, Rimbaud et Mallarmé lancèrent la mode. Plus tard, les surréalistes autour de Breton, Picasso, Joyce, Gide et Mauriac, entre autres, officiels et marginaux, se retrouvaient sous l'œil mi-clos des deux statues chinoises. Pendant l'occupation, les écrivains et les artistes, un moment attirés par Montparnasse, reviennent aux Flores et aux Deux Magots, mieux protégés des souris grises et des courants d'air. Quartier général de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui y travaillent quotidiennement, à la Libération, la presse met à nouveau en lumière ces lieux de rendez-vous des intellectuels. Les célébrités de l'existentialisme attireront une foule de suiveurs et de curieux qui les fera vite fuir. Depuis, la clientèle s'est banalisée, mais les Deux Magots restent un lieu de pèlerinage obligé. Et la vente de cet après-midi, qui va dans le sens de la tradition, rend ce lieu désormais intouchable.
Cinéma, pas de médaille pour la France au Festival de Berlin qui s'achevait aujourd'hui. Jean Marais, qui en lisait le palmarès, n'a guère cité que des films allemands ou britanniques. Une mention de consolation tout de même pour Les Enfants de Marguerite Duras, et surtout une belle surprise à propos du Je vous salue Marie de Jean-Luc Godard, qui s'est déjà fait une jolie publicité de scandale. Figurez-vous qu'un jury représentant l'Église protestante a décerné à ce film un prix, et pour ne pas être en reste, l'Office catholique du cinéma conseille également d'aller le voir. Jean-Luc Godard doit jubiler. Sur les marchés financiers, le dollar a continué de monter aujourd'hui, et à Paris en particulier. Mais cette fois, ça ne devrait pas durer. Henri Leray est même sûr que le coup d'arrêt arrivera dès demain. En effet, le dollar a une nouvelle fois battu tous ses records en Europe. Il a coté jusqu'à plus de 10 francs 61 aujourd'hui à Paris. Mais une nouvelle mise en garde de M. Volcker sur le déficit budgétaire américain, et le marché est en train de se retourner. Demain, il y a gros à parier que le dollar va perdre brutalement beaucoup de terrain. À la Bourse de Paris, après une progression de 13% depuis le début de l'année, le marché souffle quelque peu et c'est bien naturel. Les valeurs françaises, dès lors, ont perdu 0,3%. New York, après quelques séances de valses hésitation, les marchés semblent repartis à la hausse. Le bon indice des prix de détail sont très favorables à l'heure actuelle au marché. Le Dow Jones, sensible à la situation des taux également, était en hausse de 12 points à quelques minutes de la clôture. Dernière information, le temps prévu pour demain, des nuages le matin sur la Bretagne, le Cotentin, le nord-est et la Méditerranée. L'après-midi, nuages sur toute la moitié nord-ouest de la France et belles éclaircies sur le reste du pays. Les températures continueront d'être très agréables, de 10 à 18 degrés du nord au sud. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h30. Excellente fin de soirée sur la 3. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Nouvelle-Calédonie, le RPCR propose son propre référendum après le succès de sa manifestation à Nouméa. Forbach, 2 enquêtes officielles sont ouvertes. Les obsèques des 22 mineurs tués auront lieu vendredi. Économie, le ton du gouvernement a changé depuis 3 ans, estiment les industriels qui débattaient avec lui aujourd'hui. Basket, déception pour Villeurbanne, faute de 2 points, ils sont éliminés de la finale de la Coupe des Coupes.